nous allons maintenant débuter les auditions. Alors, je souhaite la bienvenue aux représentantes de l'Union des municipalités du Québec qui se joignent avec nous via visioconférence. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes au total pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter et à commencer votre exposé. Bonjour, merci beaucoup. Geneviève Dubois, je suis mairesse de la ville de Nicolette, préfète de la MRC Nicolet-Yamaska et aujourd'hui ici en tant que deuxième vice-présidente de l'Union des municipalités du Québec. Alors, est-ce que, Annabelle, tu veux te présenter? Oui, bonjour. Annabelle Martini, conseillère aux politiques à l'Union des municipalités du Québec. Vous pouvez commencer. Merci beaucoup. Donc, Madame la ministre de l'Immigration, de la Francisation, de l'Intégration, Madame la présidente de la Commission, Mesdames, Messieurs, membres de la Commission. Donc, je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui dans le cadre de la consultation générale sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027. Telle qu'elle s'est présentée, je suis accompagnée ce matin par Madame Annabelle Martini, qui est conseillère aux politiques à l'UMQ. D'abord, j'aimerais rappeler que depuis maintenant plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec afin de mobiliser l'expertise municipale, accompagner ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valoriser la démocratie municipale. Nos membres représentent plus de 85 % de la population et territoire du Québec. L'UMQ souscrit aux propos de la ministre voulant que l'immigration soit une responsabilité complexe et une grande richesse pour le Québec. Qui plus est, l'UMQ considère que l'immigration est une piste de solution à de nombreux défis tels que le vieillissement de notre population, l'occupation du territoire ou la pénurie de main-d'œuvre. L'immigration est aussi une opportunité pour la vitalité et le développement socio-économique de toutes les régions du Québec. Pour l'Union, toute stratégie en matière d'immigration demande l'engagement et la mobilisation sans équivoque de toutes les parties prenantes. Et les municipalités sont des actrices incontournables car elles jouent un rôle majeur, que ce soit en matière d'attraction, en offrant des milieux de vie de qualité, dynamiques et attractifs, en matière d'inclusion, en créant des collectivités où il fait bon vivre ensemble, et d'enracinement, en favorisant le sentiment d'appartenance par la qualité de l'accueil réservé et l'éventail de services proposés. Mais pour que cette stratégie fonctionne, elle doit être pragmatique et efficiente, en mettant en adéquation les programmes d'immigration, les besoins réels des régions et leur capacité d'accueil au bénéfice des personnes immigrantes et des collectivités. Notre présentation sera donc en deux temps. Premièrement, je vais vous parler de la nécessaire adéquation des programmes d'immigration avec les besoins du marché du travail. Et ensuite, j'aborderai la question de la régionalisation de l'immigration. L'UMQ accueille favorablement les récentes réformes annoncées des principaux programmes d'immigration au Québec, que ce soit le programme de l'expérience québécoise, le PEQ, et le programme régulier des travailleurs qualifiés, le PRTQ. Ces réformes simplifient et accélèrent les démarches d'immigration et sont en meilleure adéquation avec le marché du travail actuel. Les assouplissements au PEQ, programme très populaire, permettront de maximiser les chances de l'établissement durable et de l'intégration rapide et réussie au marché du travail québécois de ces candidates et candidats à l'immigration permanente du Québec. Quant au PRTQ, la volonté gouvernementale de le remplacer par un programme de sélection des travailleurs qualité, le PSTQ, et de modifier les exigences du français et les niveaux de compétences admissibles sont également un pas dans la bonne direction pour nous. Ces nouvelles orientations devraient permettre une plus grande flexibilité de procédures de sélection et d'obtention des permis de travail. En effet, la connaissance du français exigée aux candidates et candidats du PRTQ était jusqu'ici très élevée et n'était pas nécessairement en adéquation avec les prérequis des types d'emplois en demande. Pour l'Union, il est primordial de poursuivre les investissements existants et de bonifier les actions visant la reconnaissance des compétences des personnes immigrantes afin qu'elles puissent s'intégrer rapidement au marché du travail dans un emploi à la hauteur de leurs compétences. Parlons maintenant de la régionalisation de l'immigration. Pour l'UMQ, elle doit être un axe central et prioritaire des orientations gouvernementales en matière d'immigration. Dans un contexte de dynamisme économique, de pénurie de main-d'œuvre et de démographie vieillissante, la régionalisation de l'immigration est une question de développement régional, mais aussi de vitalité socio-économique et même parfois de survie. Les données récentes en cette matière révèlent une augmentation du nombre de résidentes et résidents permanents s'installant hors de la région métropolitaine de Montréal, et c'est une excellente nouvelle.
Cependant, les orientations de la planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027 ne proposent pas la mise sur pied d'une stratégie concrète de régionalisation de l'immigration. L'UMQ recommande donc d'élaborer, en concertation avec les différents acteurs concernés, une stratégie nationale de régionalisation de l'immigration comportant des objectifs et cibles à atteindre en fonction des besoins réels des régions et en tenant compte de la capacité d'accueil et d'inclusion des communautés d'accueil. Cette stratégie devra prendre en considération un certain nombre de composantes pour s'adapter aux réalités vécues en région et enraciner les nouvelles et nouveaux arrivants. Par exemple, la détermination de la capacité d'accueil, qui dépend de plusieurs facteurs indépendants, est variable d'une région à une autre, d'une municipalité à une autre. Un modèle unique ne saurait répondre à cet enjeu. L'Union propose donc d'impliquer étroitement le milieu municipal dans la documentation et l'élaboration de critères de capacité d'accueil afin d'identifier les éléments pertinents à prioriser au regard de leur réalité, besoins et enjeux spécifiques. Il propose également d'impliquer les autres ministères concernés dans la co-construction de pistes d'action visant à favoriser l'établissement durable des personnes immigrantes en région et la mise en œuvre d'un plan d'action ciblé, adapté et complémentaire aux besoins spécifiques à chaque région. Pour l'UMQ, mieux faire connaître les régions du Québec est une condition gagnante à toute stratégie de régionalisation. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons lancé en juin dernier notre campagne « Jeter l'encre au Québec » qui donne la parole à plusieurs personnes immigrantes installées dans diverses régions du Québec et qui se veut une vitrine de tout ce que le Québec et ses régions ont à offrir. Dans cette logique, l'Union propose de mettre sur pied un programme pilote d'immigration régionale sous la forme d'une voie d'accès rapide au PSTQ, par exemple, orientée sur les besoins en main-d'œuvre dans les régions afin de faciliter l'enracinement durable des nouvelles et nouveaux arrivants. On le constate, les gouvernements de proximité sont des partenaires essentiels pour favoriser l'accueil, l'inclusion, mais surtout l'enracinement des personnes immigrantes dans toutes les régions du Québec. L'existence d'un véritable partenariat entre le milieu municipal et le gouvernement du Québec est essentielle afin d'agir de manière concertée dans l'édification des collectivités accueillantes et inclusives. L'un des axes de ce partenariat réside dans le programme d'appui aux collectivités, le PAC, dont les dernières normes courent jusqu'en 2024. L'UMQ est d'avis que ce programme pourrait bénéficier de certaines améliorations afin d'être en meilleure adéquation avec les réalités municipales, que ce soit dans les processus ou les objectifs poursuivis. Pour cela, l'UMQ propose les recommandations suivantes. Travailler sur un cadre de référence par taille de municipalité afin de répondre à leurs priorités et besoins dans des interventions ciblées en s'assurant d'une équité dans son application. Permettre davantage de flexibilité dans l'application du programme, notamment pour une meilleure adaptation locale. Et permettre le financement d'actions de première ligne, les municipalités étant de plus en plus sollicitées à le faire par les organismes du programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration, le PACI, en raison de l'augmentation de la clientèle et de ses besoins spécifiques. Revoir aussi la répartition du financement entre le MIFI et les municipalités afin de permettre à celles-ci de financer des actions non permises dans le cadre du PAC, mais jugées prioritaires sur le terrain. En terminant, une stratégie nationale de régionalisation supposera des investissements majeurs afin de soutenir l'accueil et l'enracinement des personnes immigrantes en région. Elle devra également permettre de renforcer la collaboration avec les divers acteurs régionaux et communautaires spécialisés dans l'accueil des nouvelles et nouveaux arrivants. À ce sujet, l'UMQ offre son entière collaboration pour la suite de vos travaux. Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci beaucoup pour votre exposé, Madame Dubois. Alors, juste avant de procéder aux échanges, je veux dire que, Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, j'ai bien reçu votre document et j'en autorise le dépôt. Alors, il est disponible aux membres de la commission sur greffier dans le dossier « Documents déposés ». Alors, pour procéder aux échanges, donc, Madame la ministre, la parole est à vous pour une période de 16 minutes 30. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, merci, Madame la mairesse, merci, Madame Martini. Nous avons pris connaissance de votre mémoire avec grand intérêt. Nous étions contents que vous participiez
à cette consultation, d'autant que nous avions fait récemment une annonce ensemble pour un programme de régionalisation de l'immigration. Vous y avez fait référence, là, Jeter l'encre. Donc, c'est une belle suite. À la page 10 de votre mémoire, vous mentionnez la nécessité d'impliquer les municipalités dans la définition de la capacité d'accueil de chacune des régions. Puis on sait que cette notion de capacité d'accueil doit se décliner justement sur le plan régional, voire même municipal parfois, puisque le logement est un enjeu qui compose la capacité d'accueil. Alors moi, j'aimerais vous entendre de manière un peu plus détaillée sur le rôle que vous voyez pour les municipalités et les régions dans l'élaboration des besoins d'immigration pour les différents milieux, dans le type d'accompagnement qui peut être offert, tout comme dans l'identification des besoins et la réponse à ces besoins-là qui peuvent être apportés par les acteurs municipaux. Peut-être que je laisserai d'abord Annabelle répondre et je pourrais peut-être, Annabelle, compléter là, la réponse qu'on a préparée. Oui, bien sûr. Dans le fond, ce qu'on souhaite par cette recommandation-là, c'est de permettre au milieu municipal de pouvoir contribuer activement avec les services du ministère en région à analyser, en fait, déjà à brosser le portrait un petit peu de la situation actuelle. Je pense que ce qu'il est nécessaire aussi, c'est pour ça qu'on mentionnait l'importance aussi d'impliquer les autres ministères, c'est d'avoir un portrait précis sur certains indicateurs. On parlait du logement, d'avoir les besoins en logement. Parfois, il peut y avoir des disparités, des discordances entre les besoins qui sont remontés par les municipalités et d'autres documentations qui sont faites par d'autres partenaires. Donc, c'est de mettre tout cela en commun pour avoir une vision plus claire, en fait, des besoins, puis de les arrimer aussi avec les besoins des milieux socio-économiques. Les entreprises font souvent état de ces besoins-là aux maires et mairesses et aux membres là, des régions. Donc, c'est important que cet arrimage-là soit fait également et que tous ensemble, en fait, ils puissent déterminer des cibles et des objectifs à atteindre pour s'assurer que les personnes qui arriveront dans ces milieux-là puissent effectivement avoir un toit, avoir une place en garderie s'ils arrivent avec des enfants, avoir un emploi, cela va sans dire. Donc, c'est un ensemble, en fait, d'indicateurs qu'il faudrait documenter en amont, s'assurer que tout le monde ait la bonne information et la même information pour pouvoir établir ensuite des critères, effectivement, en fonction des besoins qui sont spécifiques là, à chaque région. Merci. Et je compléterai peut-être, Madame la ministre, si vous me permettez. Annabelle a parlé de logement, a parlé de services de garde, mais on sait aussi que l'enjeu de transport est un enjeu particulièrement pour les régions. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir accueillir, bien sûr, de l'immigration, mais pouvoir le faire de façon harmonieuse, que ça atterrisse bien dans nos milieux. Le transport en est un. La santé aussi, s'assurer que ces gens-là aient accès à des soins de santé de proximité. Et ce qu'on a observé, en tout cas, dans les régions, dans ma région, dans les dernières années, c'est que comme on a des difficultés à répondre à ces besoins-là, plusieurs entreprises ont pris le leadership, je vous dirais, à travers l'accueil de leurs employés, d'acheter des édifices pour loger, d'acheter des immeubles pour loger leurs travailleurs, acheter aussi des camionnettes pour que ces travailleurs-là puissent se déplacer entre leur lieu de résidence et l'entreprise. Mais maintenant, l'immigration en région a changé aussi de travailleurs seuls. On a vu arriver des familles. Donc, les besoins, les enjeux sont un peu différents pour nous et on souhaite vouloir collaborer à l'identification de notre capacité d'accueil. Merci pour ces précisions. Justement, en termes de capacité à régionaliser l'immigration, vous savez, là, il y a le gouvernement antérieur qui avait complètement fermé, je parle des libéraux, avait complètement fermé les bureaux en région, les bureaux du ministère de l'Immigration. On s'est affairé à les réouvrir, d'une part, et même à accroître, amplifier le nombre de bureaux qu'il y a en région. On parle maintenant de 9 directions régionales et de 77 antennes régionales. C'est considérable, déployées partout sur le territoire du Québec. Il y a également des ententes qui ont été signées avec des organismes qui accompagnent les personnes immigrantes pour leur intégration, leur insertion, la connexion aussi avec la société d'accueil. Et on a un certain nombre de programmes. Je faisais référence pour ce qui est de celui que nous avons signé avec vous. Est-ce que ces démarches vous semblent aider, contribuer à régionaliser l'immigration? Là, je fais référence à l'ouverture
des bureaux du MIFI en région, de même qu'à la signature donc des ententes avec des organismes d'accompagnement et d'accueil. Est-ce qu'on est plus avancé grâce à ces démarches? Bien, moi, je vais me permettre de vous répondre qu'effectivement, le retour du MIFI, entre autres pour les régions qui avaient perdu ces bureaux-là ou qui n'en avaient pas, est une grande avancée qu'on salue. En fait, puis les liens sont excellents avec les organismes communautaires, avec les municipalités aussi. Ce qu'on vit un peu chez nous, c'est qu'avec le PAC, entre autres, il y a plusieurs sommes qui ont été distribuées à divers organismes. Je pense entre autres au Carrefour Jeunesse Emploi. Nous, on a des organismes communautaires aussi qui ont eu des sous. La MRC s'occupe aussi de tout ce qui est intégration des immigrants dans la communauté. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de saupoudrage de sous. C'est plus difficile d'avoir des projets très structurants. Et là, chacun se retrouve à s'occuper de l'immigration ou de la personne immigrante dans sa mission. Alors, on a chez nous un territoire largement agricole, donc on a beaucoup de travailleurs temporaires étrangers. L'UPA prend en charge ces gens-là. On les voit très peu intégrés dans la communauté. Ils vivent souvent près de leur lieu de travail, travaillent beaucoup. Donc, ce n'est pas des clientèles qui s'intègrent bien. Le Carrefour Jeunesse Emploi s'occupe du 35 ans et moins. Nous, on s'occupe. Alors, ça fait beaucoup de gens qui s'occupent des personnes immigrantes, mais on n'a pas de structure pour accueillir ces gens-là, comme un SANA, par exemple, chez nous. Ce qui fait que c'est un peu compliqué de s'assurer que cette clientèle-là ne tombe pas dans les mailles du filet et qu'on n'a pas une vision globale de l'immigration chez nous. Et pour nous, malgré que les liens soient bons, que les sous soient au rendez-vous, c'est cette espèce de concertation-là et de travail-là qui est plus difficile chez nous. Je ne sais pas, Annabelle, si tu souhaitais compléter la réponse. Oui, effectivement, les informations que nos membres nous ont remontées, c'est qu'effectivement, les relations avec les directions régionales sont souvent très, très bonnes, puis leur retour en région a été fortement apprécié. À l'Union, ce qui pour nous est une condition gagnante de la régionalisation, c'est de s'assurer qu'il y ait une plus forte proportion de migration primaire, donc que les gens qui arrivent au Québec s'installent directement en région. On sait que ça peut se faire dans un second temps sous la forme là, d'une migration secondaire, mais ça comporte quand même beaucoup d'enjeux là, de déraciner à nouveau des personnes qui venaient justement de s'installer dans un nouveau pays, ou encore, ben, c'est ça, de leur faire quitter des habitudes, notamment une proximité avec une communauté qu'on peut plus facilement retrouver dans un centre urbain qu'en région, fait en sorte aussi que le taux ensuite d'enracinement de ces personnes-là en région est peut-être pas aussi satisfaisant qu'on le souhaiterait, alors qu'avec l'immigration primaire ben, et la préparation et l'anticipation des milieux par rapport à leur arrivée, avec les services, effectivement, comme le mentionnait Mme Dubois, adaptés pour pouvoir les accueillir et les intégrer à la communauté d'accueil, ça nous semble être une avenue en fait très importante pour s'assurer que la régionalisation puisse se faire dans de bonnes conditions. Sur ce point-là, j'aimerais vous entendre sur la meilleure façon, ou les meilleures façons, parce que j'imagine qu'il n'y a pas une seule baguette magique, que l'on pourrait faire connaître la réalité des régions à l'international. On a, comme vous savez, là, des équipes qui sont redéployées à l'international parce que là aussi, le Parti libéral avait plutôt fermé la presque totalité des équipes du ministère de l'Immigration à l'international. On s'est affairé à les réouvrir. Maintenant, on veut mettre, à profit ces équipes à l'international pour faire en sorte de bien faire connaître la diversité, les opportunités qu'il y a en emploi, la qualité de vie qu'on retrouve en région. Et de quelle manière est-ce que vous verrez qu'on puisse atteindre cet objectif-là? Déjà, comme on l'a mentionné plus tôt dans la présentation, notre campagne Jeter l'encre au Québec était vraiment orientée dans cette perspective-là. Ce qu'on voulait, c'était vraiment démontrer aux personnes qui souhaitaient immigrer au Québec, qui étaient encore à l'étranger, que toutes les régions du Québec avaient quelque chose à leur offrir en fonction effectivement de leurs intérêts puis de leurs attraits. Puis on pense que c'est de cette façon-là, en fait, qu'on va pouvoir aussi capitaliser sur la régionalisation en faisant en fait en sorte que les régions aillent davantage aux personnes qui souhaitent immigrer au Québec, alors que pour l'instant, la relation est plus la personne migrante doit faire, entre guillemets, l'effort d'aller faire les recherches, alors que là, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut que ce soit l'inverse qui se passe pour qu'elle puisse avoir tout de suite un panorama, en fait, d'opportunités devant elle, peu importe la région en question, parce que chaque personne a ses propres intérêts, a ses propres choix à faire, là, est-ce qu'elle préfère vivre plus dans la nature, dans les centres urbains, par exemple. Puis notre campagne est vraiment basée là-dessus pour
parler en fait des attraits des régions pour différents publics cibles. Là, nous, on avait ciblé justement les jeunes de 35 ans et moins, les familles et les entrepreneurs pour démontrer que partout au Québec, partout de façon inclusive dans toutes les régions, même celles qui sont un peu plus éloignées, auxquelles peut-être on pense un peu moins, il y avait des opportunités à saisir et des possibilités aussi de s'épanouir dans ce milieu de vie-là. Donc, puis les Journées Québec aussi sont une très bonne rampe de lancement là, pour faire justement des régions une vitrine du Québec. Là. On sait qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font, notamment avec la présence là, de la SDED dans le cadre de ces journées-là qui souvent invite d'autres régions à se joindre. Là. Mais effectivement, on pense aussi que les Journées Québec pourraient peut-être bénéficier d'un peu plus là, d'impact pour faire connaître les régions à l'international. C'est une porte d'entrée incroyable là, quand on sait le nombre de personnes qui se rendent dans ces journées-là, puis le nombre de CV déposés et autres. Donc, ça pourrait aussi être quelque chose à soulever. Merci. Merci beaucoup. J'enchaînerai maintenant sur la connaissance du français. Comme vous savez en fait, on a fait de la langue française un des axes principaux pour la réforme de notre immigration économique. J'entends souvent que lorsque les gens immigrent en région, ça facilite et ça accélère le processus d'apprentissage du français. On a aussi Francisation Québec qui est instaurée, en fait, qui est en voie de développement à grande vitesse depuis le 1er juin dernier pour faciliter l'accès aux cours de français. Alors, je me demandais comment vous voyez cette importance qui a été donnée à cette connaissance du fait français. Est-ce que vous constatez également que le fait d'immigrer en région contribue à l'accélération de l'apprentissage du français? Est-ce que c'est quelque chose que vous vérifiez sur le terrain? Oui, en effet, c'est un élément que beaucoup de nos membres nous font remonter, là, que le fait d'immigrer en région accélère l'apprentissage du français de façon significative. Là. On n'a pas évidemment de données nécessairement concrètes là, pour appuyer, mais c'est effectivement une impression qui est partagée par de nombreux maires et mairesses. Effectivement, c'est important aussi pour l'Union que la francisation fasse partie en fait d'un éventail aussi de services qu'on offre aux personnes qui souhaitent immigrer au Québec, de leur offrir la chance de parler le français, notamment depuis l'étranger. Ça rejoint aussi les actions que nous souhaitons faire à l'Union, là, de mieux faire connaître les régions puis tout ce que le Québec a à offrir. Le français fait partie de ces richesses-là. Donc, nécessairement, de pouvoir l'offrir à des personnes qui ne sont pas encore là, mais qui souhaitent venir, c'est aussi une condition gagnante, d'autant plus si elles s'installent par la suite en région, elles vont pouvoir poursuivre leur apprentissage. Merci. Je vous amènerai maintenant à la page 11 de votre mémoire. Vous y mentionnez que le programme d'appui aux collectivités, donc le PAC, c'est un axe essentiel, mais qui pourrait être amélioré. Donc, vous proposez que le programme soit plus flexible dans son application. Alors, quel aspect du programme est-ce que vous verriez qui pourrait bénéficier d'une plus grande flexibilité selon vous? Puis, quels seraient les besoins spécifiques auxquels cette plus grande flexibilité répondrait? Dans le fond, ce que nos membres nous font remonter souvent comme retour sur le PAC, c'est effectivement notamment au niveau de l'élaboration des plans d'action, de certaines actions qui sont pertinentes sur le terrain, mais qui ne correspondent pas nécessairement à des objectifs du PAC. Correspondent aux objectifs du PAC, mais par exemple qui touchent peut-être davantage à d'autres actions que d'autres ministères pourraient avoir à mettre en œuvre. Par exemple, des cours de piscine dans les piscines municipales pour les personnes migrantes. Là, on sait à quel point le sport peut être un vecteur d'intégration important dans les communautés. C'est pas toujours possible de pouvoir l'intégrer dans les plans d'action parce que ça répond pas nécessairement aux missions, aux objectifs que le PAC s'est donné. C'est davantage en fait de se mettre en adéquation avec les besoins des milieux. Puis également, dans le fond, je suis désolée, il y a comme une alarme qui vient de se mettre en... Je vais laisser peut-être la ministre continuer parce que je suis plus capable de vous suivre. Je m'excuse, je suis vraiment désolée. On va revenir à vous ultérieurement. Vous nous faites signe quand l'alarme est terminée. Alors, Madame la mairesse, là, vous indiquez que la révision du financement du MIFI permettrait aux municipalités de financer des actions non permises dans le cadre du PAC, le programme d'accueil des communautés d'accompagnement, mais jugées prioritaires sur le terrain. Donc, pourriez-vous détailler en fait le type d'activité que vous aimeriez voir être couverte par ces ententes et expliquer pourquoi
elles sont prioritaires? Bien, en fait, peut-être, je ne sais pas si Annabelle est de retour, mais je pourrais peut-être donner quelques exemples. Entre autres, chez nous, on sait que les familles qui arrivent, les jeunes s'inscrivent à l'école, apprennent le français, mais quand arrive la période estivale, ces jeunes-là ont quand même besoin de soutien et souvent, les familles n'ont pas nécessairement les revenus pour pouvoir les inscrire, par exemple, au camp de jour ou dans certaines activités. Donc, c'est sûr que la ville offre des gratuités à ces enfants-là, à ces familles-là, pour s'assurer que les acquis que les enfants ont fait pendant l'année scolaire ne sont pas perdus. Et ce n'est pas toujours des actions qui sont déjà soit prévues au plan d'action qu'on a mis en œuvre parce que ce plan d'action-là déjà date ou qui ne soit pas permises non plus au remboursement. Donc, c'est sûr qu'il faut une bonification. Il faut aussi donner une certaine agilité pour pouvoir se conformer à notre nouvelle réalité. Alors, Madame Martini, est-ce que c'est correct pour vous maintenant de compléter votre réponse ou si vous aviez terminé? Ou... On doit évacuer le bâtiment pour des raisons de sécurité, donc je vais devoir me déconnecter. Je suis vraiment confuse et désolée. Bon, mauvais timing. Oui, c'est ça, la sonnerie fait que sonner. Fait que je m'excuse vraiment. Là, je n'ai d'autre choix que de devoir quitter pour des raisons. Que vous devez quitter. Alors, je vous remercie toutes les deux, Madame la mairesse, Madame Martini. Merci. Attends, oui, merci. On va passer maintenant à la période d'échange avec l'opposition officielle. Donc, je cède la parole au porte-parole de l'opposition officielle pour 9 minutes 54 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. Merci pour votre mémoire. Excellente proposition. Je vais aller directement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Pourquoi vous proposez aujourd'hui une stratégie de régionalisation de l'immigration? En fait, je vais tenter de répondre du mieux que je peux, étant donné que la partie plus technique qui représente bien l'Union est plus là, Mme Martini. Mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment ça fait longtemps qu'on parle de régionalisation de l'immigration. On en a parlé tantôt. Il y a souvent différentes actions qui sont menées par différents ministères. Quand on parle d'une stratégie nationale, c'est qu'on souhaite que tous les ministères qui sont touchés par l'immigration, et là on parle du ministère du Travail, du ministère de l'Habitation, la santé, le transport, on en a parlé tantôt, que tous ces gens-là s'assoient ensemble pour permettre un meilleur atterrissage de ces gens-là chez nous et que les municipalités fassent partie aussi de la discussion et de la réflexion et de l'élaboration des objectifs, des cibles et tout ça. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on parle d'une stratégie de régionalisation. Je vous comprends. Tout à l'heure, vous avez parlé des bureaux. Si je fais l'avocat de la partie gouvernementale, ils vont vous dire on a ouvert des bureaux que les bureaux, ils ont fermés. C'est ce qu'on dit depuis 6 ans maintenant que la CAQ est au pouvoir. Pensez-vous que ces bureaux remplissent vraiment la tâche? Je pense que ces bureaux-là sont très utiles pour avoir une connaissance de l'immigration dans chacune de nos régions. Donc, vraiment, c'est très utile, mais ça ne peut pas uniquement reposer sur le ministère de l'Immigration, l'intégration et l'enracinement surtout de ces gens-là. C'est une affaire collective et c'est vraiment ce qu'on revendique à l'UMQ. Que la stratégie de régionalisation menée par la CAQ depuis 2018 a donné des résultats selon vous, dans votre propre région? Donnez-nous un cas concret. Malheureusement, je n'ai pas de chiffres à vous donner de combien de personnes qui sont immigrées chez nous. Comme je vous dis, on a un territoire extrêmement agricole, on a beaucoup de travailleurs temporaires étrangers, mais je n'ai pas de chiffres. Je ne peux pas vous dire si la stratégie a bien fonctionné ou pas, là, malheureusement. Puis comme je vous dis, Annabelle aurait peut-être eu une réponse. Malheureusement, elle a choisi de sauver sa vie. Non, elle a raison. Dans certains cas, il faut choisir sauver la vie. Vous avez raison. Parlant de la capacité d'accueil, vous avez parlé beaucoup de la capacité d'accueil. Vous avez lu le document que le gouvernement nous a envoyé, a mis à notre disposition. Est-ce que vous avez trouvé une réponse à la capacité d'accueil réelle? Ou est-ce qu'aujourd'hui vous dites qu'on aurait dû travailler sur la capacité d'accueil pour la chiffrer, savoir de quoi on parle? Moi, je pense qu'il faut travailler ça ensemble. Oui, il faudra chiffrer, mais il faudra que les municipalités participent à cet exercice-là.
On peut pas avoir, et ça, on en parle pour l'immigration, mais on pourra en parler pour plusieurs sujets. On ne peut pas descendre un processus mur à mur ou une formule mur à mur pour chacune des régions. Chacune a des réalités très différentes et à travers ces régions-là, les municipalités ont des particularités aussi très différentes. Et c'est un peu ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est d'être partie prenante de cette stratégie-là pour la suite des choses, évidemment. Je vais poser une question très directe parce que c'est des consultations où on essaie quand même d'avoir des réponses pour les Québécois. Vous avez entendu le Premier ministre à plusieurs reprises parler de la capacité d'accueil. Vous avez même entendu la déclaration de l'ancien ministre de l'Immigration sur l'intégration. Sur l'intégration, on parle aussi des mots forts, des propos que parfois les gens pensent que c'est des propos qui n'ont pas sa place sur je dirais, qui n'ont pas leur place sur l'espace public. Pensez-vous que des propos tenus par le Premier ministre ou n'importe quel ministre désencouragent les gens à penser sortir de Montréal? En fait, l'UMQ, par rapport au seuil ou au nombre d'immigrants qu'on pourrait accompagner, l'UMQ a toujours choisi de ne pas se prononcer sur un chiffre ou un nombre. Ce qu'on dit, c'est que nous, notre compétence et notre expertise, c'est vraiment de s'assurer qu'on fait bien atterrir ces gens-là chez nous. Et c'est vraiment dans cet enjeu-là qu'on veut travailler, là. Aujourd'hui, vous, peu importe le scénario, 1, 50 ou 60 000, vous n'avez pas de position? Non, on ne se prononcera pas ça. Ce qu'on souhaite, c'est que ceux qui seront dédiés à nos régions, parce qu'on en souhaite, on en veut de l'immigration, on soit capable de les accueillir. Et il est là, nous, notre réel enjeu. Excellent. Vous avez aussi mentionné les travailleurs temporaires étrangers. J'étais dans des fermes que j'ai visitées l'été. Ce scénario est quasiment absent de la consultation actuelle. Est-ce que sur cet enjeu, vous allez vous prononcer ou pas? Vous êtes dans une région agricole, donc vous les côtoyez. C'est des gens qui existent. Ils utilisent les logements, les services publics et l'ensemble des services. Vous l'avez mentionné, transport, santé, logement. Vous avez même dit que des entrepreneurs qui achètent des roulottes, des maisons pour les adapter. Ce scénario est absent de la consultation actuelle. Pensez-vous qu'on aurait dû l'inclure? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais c'est vraiment une réalité, vous avez raison. Par contre, ces travailleurs temporaires étrangers-là, chez nous, sont quand même un peu exclus de ce qui se passe. Je vous dis, ils sont logés par souvent l'employeur, ils sont déplacés par l'employeur, ils vivent souvent sur leur lieu de travail. Donc, on a peu de contact avec ces travailleurs-là. Honnêtement, je pense que c'est une richesse à laquelle on n'a pas accès. Puis c'est l'UPA qui s'en occupe. Et donc, c'est vraiment une chasse gardée là, de l'Union des producteurs agricoles. Mais effectivement, on en a peu parlé dans le mémoire. Je parle plutôt de la consultation. Est-ce qu'aujourd'hui, vu le contexte de votre région, qui ressemble à plusieurs régions, je vous ai parlé de mes rencontres avec des fermes, qu'aujourd'hui, pour les 3 prochaines années, on annonce une consultation, qu'on aurait dû prendre le temps de bien analyser l'apport des travailleurs temporaires étrangers au Québec? Bien, je pense que les dernières informations qui sont sorties sur les conditions de travail, entre autres, puis les conditions que ces gens-là vivent, effectivement, je pense qu'on pourrait se prononcer, on pourrait prendre le temps de réfléchir à l'apport de cette catégorie de travailleurs-là, effectivement. Mais on s'entend que cette catégorie n'est pas présente dans les scénarios que vous avez devant vous, que le ministère de l'Immigration vous présente. Il n'y a pas ce portrait. Est-ce que je pense qu'Annabelle est seulement au téléphone. Je ne sais pas si Annabelle, on avait poussé un petit peu plus loin par rapport aux travailleurs temporaires étrangers. Oui, excusez-moi, je suis en ligne depuis mon téléphone, donc je m'excuse si le son est un peu difficile de mon côté. Pour les travailleurs étrangers temporaires, effectivement, nous n'en faisons pas nécessairement mention dans notre mémoire pour le moment. Oui. C'est pas ça ma question. Ma question est la suivante. Votre réalité est une réalité où il y a pas mal de travailleurs temporaires étrangers. Vous êtes dans une région agricole. Le scénario que vous avez devant vous,
D'ailleurs, vous refusez de se prononcer sur 50 ou 160 000, c'est correct, je le comprends. Mais est-ce que vous pensez qu'on aurait dû, au gouvernement, prendre le temps nécessaire de prendre en considération le portrait des travailleurs temporaires étrangers au Québec qui sont parmi nous? Vous avez vous-même mentionné qu'il y a une pression sur les logements. J'ai entendu la sortie de l'EMQ la semaine dernière. Vous avez des enjeux de l'itinérance, vous avez des enjeux de logement, des changements climatiques, vous demandez une révision du pacte fiscal. Et là maintenant, il y a aussi les travailleurs temporaires étrangers que vous vous ramassez à gérer aussi. Donc, c'est ça ma question. Est-ce que vous aurez dû le voir, vous souhaiteriez le voir? Ben, nous, c'est sûr que on ne regarde pas nécessairement, une municipalité ne regarde pas nécessairement le permis de travail ou si la personne qui est présente au Québec, immigrante, a une résidence permanente et là, en tant que travailleur étranger temporaire ou avec un autre permis de travail fédéral de type PVT ou jeune professionnel. Donc, toutes les personnes immigrantes doivent être prises en compte dans l'élaboration de stratégies qui visent à leur accueil, à leur enracinement au Québec. OK. Parlons de la capacité d'accueil encore une fois. Madame la mairesse, dans votre région, avez-vous des enjeux de logement? Absolument. Absolument. Région, le nombre de logements qui manquent? Nous, on n'a pas évalué le nombre de logements qui manquent, mais on n'a aucun logement ou pratiquement pas de logement disponible actuellement. On travaille avec des promoteurs. On tente aussi nous, un de nos enjeux, comme bien d'autres municipalités, c'est le logement abordable. Donc, on travaille activement avec des promoteurs et à développer, et ça se passe relativement bien, mais malheureusement, il y a quand même des délais. Mais comme je vous dis, chez nous, en ce qui concerne l'immigration... Je vais juste revenir sur la régionalisation parce que vous demandez... C'est terminé. Alors, merci. Et je cède maintenant la parole au deuxième groupe d'opposition pour 3 minutes 18. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. J'ai lu le mémoire avec grand plaisir. Je vais me permettre d'abord de souligner, moi aussi, là, comme vous, j'étais très heureux du réajustement nécessaire dans le PEC étudiant, dans le PEC diplômé, là, ce qui va favoriser un meilleur établissement de nos étudiants internationaux. Cela dit, ça a été annoncé en avril. Madame la ministre, on est en septembre. Il y a des centaines d'étudiants qui attendent. Alors, je vous lance la question par la bande. Quand entrera en vigueur les réformes promises pour nos diplômés? Ils l'attendent. J'ai des dizaines, voire des centaines de contacts. Les gens me demandent quand. Alors, si vous pouviez répondre à ça, ça nous serait très apprécié. Je reviens sur, dans votre mémoire, l'absence d'une stratégie nationale de mesures structurantes sur la régionalisation. Et votre recommandation 6 d'un programme spécifique dédié à la régionalisation. Nous avons mis au jeu dernièrement le PEC Région, le PEC Régionalisation, qui, quand je le lisais, s'axe ou s'oriente directement dans ce que vous demandez, essentiellement un programme spécifique dédié aux régions. On parle d'un programme accéléré de qualification pour l'obtention du certificat de sélection, 12 mois de travail au lieu de 24. Donc, on garde 24 pour Montréal, on laisse 12 mois pour les régions hors de Montréal. Nos francophones, évidemment, on retire les frais de traitement, donc une économie qui peut aller jusqu'à 1 500 $ par famille, et on les traite de manière expéditive pour leur donner le CSQ rapidement pour que vos travailleurs étrangers puissent rester puis puissent continuer rapidement de s'intégrer dans votre communauté. Est-ce que c'est ce genre de mesures-là structurantes que vous aviez en tête dans la rédaction de vos recommandations? Oui, effectivement. Nous, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à l'UMQ, ce qu'on pense, c'est que la migration en région doit se faire de façon primaire. Et pour cela, effectivement, de permettre directement dans les programmes d'immigration d'être en adéquation avec les besoins et les réalités des régions, ça nous paraît être effectivement un angle très intéressant pour mettre en œuvre de façon concrète une stratégie de régionalisation. On a vu dans d'autres provinces au Canada que ça a parfois été fait, et ça a été fait toujours avec succès en concertation avec les milieux, avec certaines municipalités et régions. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on souhaitait proposer ce programme pilote pour que ce soit testé d'abord dans certaines régions avant d'être établi de façon plus pérenne à la grandeur du Québec.
Merci beaucoup. Votre première recommandation porte sur la réduction des délais. Le Devoir nous apprenait qu'on va parler de 10 à 25 ans de délai de traitement dans certaines catégories d'immigration. Est-ce que vous jugez que c'est humain et raisonnable d'attendre 10 à 25 ans pour la résidence permanente? Non, ce sont des délais qui sont effectivement très longs, mais des données que nous avions obtenues dans les derniers mois nous laissent à penser qu'effectivement, il y a eu des avancées dans le backlog qui étaient dues à la pandémie, puis qu'il y a eu quand même des avancées au niveau de certains délais qui ont été faits, notamment au niveau de la résidence permanente dans le programme peut-être un peu plus général. En conclusion, s'il vous plaît. Donc, c'est ça, il y a peut-être encore des efforts à faire. C'est pour cela que notre recommandation est de poursuivre les efforts. Merci, c'est terminé. Alors maintenant, je vais céder la parole au député de Matane-Matapédia pour 3 minutes 18 secondes. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre présentation. Votre réalité ressemble beaucoup à celle que je vis dans ma circonscription. Vous avez répondu à un collègue tout à l'heure qui vous posait la question de la capacité d'accueil d'hébergement. Alors, si vous avez pas d'appartement de disponible, comment on fait de l'immigration chez vous? Est-ce que ça vient de se terminer là? En fait, bien sûr que non. On est en train de développer un parc immobilier chez nous. Là, il y a de la construction qui se fait, mais comme je vous dis, il faut prendre en compte plusieurs éléments, dont le logement, dont le transport aussi. Vous le savez, M. Bérubé, dans votre région, le transport collectif il doit ressembler au nôtre. Hein, c'est pas, ça passe pas aux 5 minutes. Donc, on a des enjeux aussi de déplacement. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'il faut bien évaluer ça et il faut y aller à géométrie variable en fonction de chacun de nos réalités propres. Mais effectivement, là, ça pose plusieurs défis, même si les besoins en main-d'œuvre sont grands chez nous aussi, là. On en revient à la capacité d'accueil. Elle peut se définir. Par exemple, lorsqu'on a eu le débat sur le chemin Roxham, c'est les groupes communautaires de Montréal qui nous disaient, à nous en tout cas, dites-le qu'on est plein, qu'on n'a plus de ressources. Et je pense que c'était la façon correcte de dire, si on veut accueillir correctement les gens, il faut avoir les structures pour les accueillir. Vous avez fait des recommandations. Celle qui est la numéro 4, vous dites impliquer étroitement le milieu municipal dans la documentation et l'élaboration de critères de capacité d'accueil. Quels pourraient être ces critères? J'imagine que vous avez réfléchi à un certain nombre, mais vous ne les avez pas détaillés. Est-ce que je te laisse aller, Annabelle? Oui, bien sûr. Dans le fond, les critères dont on parle, c'est relié aussi à notre recommandation subséquente là, sur le fait de pouvoir avoir autour de la table tous les ministères concernés par l'immigration, en fait, parce que c'est un enjeu qui est transversal. Là. On a besoin d'habitation, on a besoin de transport, on a besoin de services de garde, on a besoin de toute une panoplie de services et des organismes communautaires aussi, comme vous mentionnez. C'est très important dans l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants au Québec. Donc, dans le fond, c'est que chaque milieu puisse, en fonction des données, d'un portrait qui serait dressé par toutes les parties prenantes sur un certain nombre de critères, dont ceux que j'ai mentionnés, puissent travailler ensemble à établir effectivement des indicateurs ou en tout cas un tableau de bord de la capacité d'accueil de chaque milieu pour s'assurer que quand les personnes arrivent, elles aient un logement, elles aient accès à une école, elles aient accès à un service de garde et à un emploi également. Donc, c'est une question d'arrimage, en fait, entre différents enjeux, différents dossiers qui, à la fin, en fait, vont tous bénéficier à la même personne, c'est-à-dire la personne migrante. Si j'étais sur un autre projet de loi qui siège présentement, on parlerait beaucoup de données probantes. Si on était capable d'avoir de véritables chiffres par région, capacité pour les écoles, pour le réseau communautaire, pour la francisation, évidemment un emploi, sur la capacité à se former un réseau social, c'est moins quantifiable, mais c'est important. Le financement des groupes qui viennent en aide. Il me semble qu'on aurait une grille. En conclusion, 6 secondes. En conclusion, je trouve que notre proposition va dans le sens de la vôtre et je la trouve pertinente pour les gens de la Commission. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Nous allons maintenant suspendre la séance pour 5 minutes avant de revenir avec le prochain groupe. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.